Théodore Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. Donc ce matin, nous allons parler du contenu de l'État juif, de ce qu'il y a dedans. L'État juif, ce livre que Théodore Herzl écrit donc après l'affaire Dreyfus, est dans une espèce d'état de transe, d'hypnose et d'une sorte d'inspiration. Voilà, le premier titre du livre, ça a été lettre au Rothschild, adresse au Rothschild, puisque nous avons vu qu'il n'a pas réussi à convaincre le baron de Hirsch de s'engager dans son projet. Donc il a voulu ensuite aller essayer de convaincre le baron Edmond Rothschild, le plus riche des membres de cette famille. Et donc ça s'est d'abord appelé les adresses au Rothschild, et puis ses amis l'ont convaincu de le publier pour le grand public, et donc de lui donner un titre qui serait l'État juif, essai d'une conception moderne, une solution moderne de la question juive. Alors il y a une idée qui me semble intéressante qui donne peut-être la clé principale de ce livre, c'est que Herzl, qui rappelons-nous-en, avait été dans son enfance très imprégné par les idées modernes sur la science, sur la technique moderne comme moyen d'émancipation. Herzl avait découvert que le sentiment national pouvait être une forme d'énergie qui, lorsqu'elle était convenablement accumulée, un peu comme la vapeur dans une machine à vapeur, pouvait déplacer des montagnes, dirait Mao Tse-tung, si vous voulez, pouvait faire bouger des choses considérables. Et en fait, Herzl a voulu appliquer cette idée-là au peuple juif. Il a dit que si on arrivait à cultiver chez les juifs le sentiment national, et si on arrivait à organiser le peuple juif comme une force politique agissante, cette force-là pourrait changer les données de la condition juive et pourrait sortir les juifs de leur détresse, et qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ce moyen-là, que cette méthode-là, l'éducation des juifs dans le sentiment national. Je crois que c'est ça la clé, c'est-à-dire que tout ce que Herzl avait observé autour de lui, en Autriche, en Allemagne, en France, sous la forme du nationalisme en train de monter, en train d'occuper le terrain de la vie politique de ces pays, il a essayé de le transposer au peuple juif, avec évidemment cette double attitude, d'une part de ne jamais sombrer dans les idées qui seraient contraires à la démocratie, au libéralisme, puisque c'était justement les adversaires des juifs qui attaquaient la démocratie, qui attaquaient le libéralisme. Donc Herzl a de manière scrupuleuse à respecter les valeurs démocratiques, les valeurs libérales, mais en même temps il a compris que sans une certaine forme de nationalisme, il n'y avait pas de solution à la question juive. Et ce livre-là essaie de faire la synthèse entre les deux, comment les juifs peuvent continuer d'adhérer aux valeurs de démocratie qui leur ont permis de devenir des citoyens dans les pays où ils se trouvent, mais comment ils peuvent aussi inventer une forme de nationalisme juif qui leur permettront tout simplement de résister à la terrible menace qu'ils pressentaient, qu'ils voyaient venir à l'encontre du peuple juif. Alors, ce qui est curieux, c'est que au moment où Herzl a écrit ses livres, il y a des idées similaires, des idées approchantes qui ont déjà été exprimé par des gens comme Moses Hess dans son Rome et Jérusalem, ou par Léo Pinsker dans Auto-émancipation. Mais Herzl, au moment où il écrit son livre, n'a pas lu ces ouvrages. Herzl n'a rien lu de tous les écrits qui ont été publiés avant lui, et pourtant il y en a eu beaucoup. Déjà, nous avions cité dans les premiers épisodes de le rabbin Al-Kalaï de Yougoslavie, qui était un des tout premiers auteurs à préconiser le retour des Juifs en Eretz Israël sous une forme moderne. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y avait du vivant de Herzl, un mouvement organisé qui était le mouvement des Amants de Sion, les Chovevet Sion, qui envoyaient en très petit nombre des gens habités en Palestine dans des
des colonies, à une échelle assez artisanale. Et il y avait aussi, le mot sionisme existait déjà. Il avait été inventé par Nathan Birnbaum, qui était un journaliste juif de langue allemande, qui était assez actif dans les milieux d'étudiants juifs et qui déjà préconisait à peu près cette idée que j'ai énoncée il y a quelques instants, l'idée de cultiver chez les juifs le sentiment national. Et lui-même était d'ailleurs aussi un homme, un libéral avancé, dans le même état d'esprit que Herzl. Alors l'État juif, Philippe Bocara, donc ce livre est d'autant plus le fruit d'une inspiration que, comme on l'a dit tout à l'heure, son auteur ne savait pas que des idées similaires avaient été exprimées avant lui. Il a dit d'ailleurs à un certain moment que s'il avait su que existait le livre de Moses Hess, le livre de Leo Pinsker, il n'aurait peut-être pas écrit sa propre brochure. On pourrait même mentionner d'autres auteurs que les auteurs juifs et sionistes que vous avez cités. Il y a de nombreux auteurs protestants qui ont aussi proposé le retour des juifs pendant tout le long du 19e siècle. Et donc, c'est vraiment une idée qui était dans l'air et que de nombreuses personnes ont retrouvé chacune de leur côté sans s'être concertées. Ce qui montre un peu que cette idée était vraiment répondait à un besoin, répondait à l'ère du temps. Et il y a une phrase de Herzl qui me semble très intéressante, c'est la phrase où il dit que la terre promise, elle est dans le cœur de chaque juif. C'est-à-dire que cette terre promise au sens propre du terme ou bien au sens symbolique, eh bien que il pensait réellement l'avoir trouvée. Donc dans cette éducation des juifs dans une direction nationale et pas seulement dans une direction assimilatrice sur place dans les pays où les juifs se trouvaient, il avait même eu une idée un peu saugrenue, celle qui serait celle de décerner des prix à des juifs qui auraient fait des choses exemplaires dans les pays où ils se trouvent pour encourager les juifs, un peu comme un instituteur encourage ses élèves, encourager les juifs à faire preuve de qualité morale, puisqu'il y avait toujours cette idée de répondre aux accusations antisémites en prouvant que les juifs ne sont pas conformes à l'idée dévalorisante qu'on propage d'eux, que les juifs sont des gens qui ont un sens de l'honneur, qui ont une dignité. Finalement, ce qui est particulier à Théodore Herzl, c'est, je crois, là, vous allez me dire si c'est ça, c'est, je crois, la volonté. Et c'est, parmi tous les théoriciens sionistes de l'époque, celui qui a une volonté politique. Il dit en gros dans son livre « L'État juif doit naître et par conséquent il naîtra ». Oui, et ce qui me paraît le plus significatif, c'est que Herzl était probablement le plus éloigné des masses juives parmi tous les théoriciens juifs qui avaient écrit sur le sujet. Le Nathan Birnbaum que nous avons cité, ou Moses Hess, c'était des gens qui avaient une connaissance beaucoup plus approfondie de la vie juive de leur temps, de la condition juive. Herzl et venait de très loin dans son itinéraire par rapport au peuple juif, mais donc il connaissait très bien l'environnement politique, intellectuel, social, le vaste monde dans lequel les Juifs vivaient, et il avait eu une certaine intuition du sens dans lequel le monde allait évoluer. Et c'est peut-être ça qui a fait que ce que les utopies non juives et ce que les utopies proprement juives n'avaient pas pu résoudre, lui qui était à la charnière de ces deux mondes, a pu le proposer avec beaucoup plus de force, en connaissant beaucoup mieux les ressorts de l'action politique. Philippe Bocara, on peut dire aussi que ce qui caractérise Théodore Herzl, c'est que ce qui caractérise en tout cas l'État juif, son livre, c'est que il entre dans le projet, il l'expose dans les détails, à la fois politiques, les aspects politiques du projet, les aspects organisationnels, création d'une société juive, d'une compagnie juive, etc., les aspects également financiers. Effectivement, il y a des aspects techniques tout à fait précis, même juridiques, dans le texte de Herzl. Il propose de fonder une société des Juifs ou une compagnie des Juifs. D'ailleurs, il dit ça avec des mots anglais, alors que le texte est écrit en allemand. Mais instinctivement, il a pressenti que ce serait du côté de l'Angleterre qu'il faudrait chercher les formules les plus pratiques. C'est tout à fait prémonitoire. C'est prémonitoire et ça correspond à une place très privilégiée qu'il se faisait à l'Angleterre dans le monde civilisé, qui passait même encore avant la France. Nous avons vu qu'il admirait la France, il admirait encore plus l'Angleterre, et c'est donc en anglais qu'il a formulé, sans peut-être avoir calculé tout ça, qu'il a formulé cette idée d'une compagnie juive qui s'occuperait
de tous les aspects techniques, juridiques et aussi financiers de l'organisation de la migration des Juifs, puisqu'il avait compris qu'un jour ou l'autre, il faudrait une migration massive des Juifs dans les pays où ils sont en détresse, et non pas la migration par très petit nombre qui avait lieu jusqu'alors, ce qu'on a appelé la première Aliyah, qui avait déjà eu lieu en Palestine, mais qui avait amené dans le pays très peu de monde. Il pense à une Aliyah beaucoup plus massive, et pour cela, il veut mobiliser des moyens financiers importants. Alors il veut, comme il n'a pas réussi au départ à convaincre le baron de Hirsch, il pense un peu forcer la main aux grands financiers juifs en organisant une grande collecte populaire, en s'adressant aux masses juives, et ça, c'est ce qui a donné plus tard ce que l'on appelait la Magbit, c'est-à-dire le Keren Kayemet, le Keren Hayesod, les grands instruments de collecte de fonds sionistes. Il y avait déjà cette idée que le peuple juif lui-même pouvait prendre en charge ses propres besoins, n'avait pas besoin d'attendre la philanthropie, d'attendre ni l'aide de personnes extérieures, ni l'aide de ces grands juifs, mais dans un pur esprit démocratique, pouvait se prendre en charge lui-même. Alors Herzl qui dément le fameux mot cruel de Martin Buber qui disait le sionisme, c'est une idée de juifs riches réalisée par des juifs pauvres. Oui, c'est ce qui fait la force justement du message de Herzl. Le fait qu'il est à cheval sur ces deux mondes lui permet à la fois de savoir émouvoir les masses, les juifs les plus pauvres, les juifs qui sont le plus déshérités, et en même temps de ne jamais perdre de vue les hommes, les décideurs, comme on dirait aujourd'hui, les grands financiers, les grands hommes politiques, et dont il a toujours un peu le sentiment qu'il fait partie du même monde qu'eux, et de la même élite qu'eux. Et encore en juillet 1895, au moment même où il est en train d'écrire l'État juif, il note dans son journal: s'il y a une chose que j'aimerais être, c'est un Junker prussien. Les Junkers prussiens, c'était cette caste d'aristocrates qui étaient en même temps les officiers de l'armée prussienne, qui représentaient donc le modèle des élites politiques de l'Allemagne de ce temps-là, mais évidemment vis-à-vis desquels les juifs des ghettos étaient constamment en décalage, et même avec beaucoup d'efforts ne pouvaient pas s'identifier, ne pouvaient pas évoluer vers un tel modèle. Alors Philippe, demain on va voir les premières réactions à la publication de l'État juif. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin.